Dans le hardware, il y a deux types de produits. Il y a les gens qui prennent des besoins qui sont déjà adressés par des produits et qui le font mieux. Puis il y a des gens qui essaient d'inventer des nouveaux usages. Il faut toujours écouter ce que disent les gens. On a toujours intérêt à écouter ce que disent les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'ils vous disent de faire. Tu sais, aujourd'hui, tu as les plateformes de crowdfunding qui te permettent de financer ton produit avant même de le créer. Oui, mais alors ça, j'ai toujours considéré que c'était la pire connerie. Donc, la première boîte que tu as lancée, c'est WeThings. Non, c'est Cirpac. Cirpac, ok. Cirpac, ça veut dire circuit et paquet. Ok. Les circuits, c'était ce qu'il y avait avant dans le monde des télécoms. Mm-hmm. Et les paquets, c'est ce qu'il y avait après, puisqu'on s'est mis à faire de la voix sur IP. Après une petite période où on a fait de la voix sur ATM, qui était une technologie de transition entre l'ancien monde circuit et le nouveau monde tout IP. Et donc Cirpac, c'était des produits qui permettaient de transformer de la voix sur IP en voix sur paquet réciproquement. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça qui est connu du grand public? C'est la voix sur ADSL qu'il y a dans les box. Alors toi, probablement, tu n'as jamais connu l'époque où le téléphone venait par autre chose qu'une box à la maison. Mais avant, 98, le téléphone, ça coûtait cher. C'était compliqué. Et à partir de 2003, lorsque Free a lancé son service de voix sur ADSL avec la Freebox, le téléphone est devenu gratuit illimité. C'est la première offre gratuite illimitée de téléphone résidentiel en France, et ça a été un immense succès. Donc cette société Cirpac vendait les centraux téléphoniques qui ont permis à Free, mais aussi à SFR, Club Internet, Télé2, tous les autres opérateurs de l'époque, de produire ces offres de téléphonie sur ADSL. Et on est en quelle année à ce moment-là? Donc on est en 2003, donc 99 création de la société, on a fait diverses choses, toujours dans les télécoms. À partir de 2003, on a le lancement de la voix sur IP avec Free, et là évidemment le business a décollé puisqu'on a vendu la même chose que ce qu'on avait vendu à Iliad, à 110 opérateurs dans 35 pays. Mm-hmm. Et donc la société est devenue assez grosse et on l'a vendue en 2005 à Technicolor, qui est connu pour développer du film, mais qui est aussi qui était à l'époque un acteur important qui fabriquait des modems ADSL, des modems câbles, et qui rendait des services aux opérateurs télécoms. Ok. Je te disais en off du coup que j'avais découvert l'expression le hardware, faire du hardware, c'est hard. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était déjà le cas? Alors ça a toujours été difficile. Je dirais, dans l'expérience chez Cirpac, on arrivait, c'était une époque où il y avait encore un petit peu d'industrie électronique en France, surtout que ce qu'on faisait, c'était de la petite série, puisqu'on faisait des cartes électroniques qui faisaient une très grande surface, qui étaient très très grandes, très très chères. On les vendait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mm-hmm. Et donc finalement, on pouvait aller travailler chez les mêmes sous-traitants que ceux qui font des calculateurs embarqués pour Airbus, ou des gens qui travaillent dans l'aéro, la défense. On n'avait pas tellement de problèmes de prix de revient. Le hardware, c'est toujours hard, mais quand on fait du hardware B2B, c'est-à-dire quand on a un client opérateur avec des gros niveaux de marge, et qu'on lui vend des systèmes spécialisés où il y a des équipes de maintenance, il n'y a pas toute cette brutalité qu'il y a dans ce que j'ai fait dans la suite de ma carrière avec les consommateurs individuels, en B2C, où effectivement l'industrie est beaucoup plus violente que dans le B2B. Je dirais, faire une machine professionnelle pour des professionnels, c'est beaucoup plus facile que de faire une machine pour un particulier. Parce que le public parce que les clients sont moins exigeants, C'est pas qu'ils sont moins exigeants, c'est qu'ils ont une forte rationalité dans leur capacité d'achat. C'est-à-dire, par exemple, si vous vendez une machine-outil à un gars dans une usine, il sait exactement ce qu'il veut, il va avoir des opérateurs compétents pour s'en servir, vous allez avoir quelqu'un qui maîtrise le sujet, avec lequel vous allez pouvoir discuter. Ça ne veut pas dire que c'est un client facile, forcément. Si votre machine ne marche pas, il va la poser sur le trottoir et vous allez avoir des difficultés. Mais vous avez un acteur où la charge émotionnelle dans la discussion est en retrait par rapport à la rationalité économique. Est-ce une bonne machine? Est-ce qu'elle me rend des bons services? Et c'est vrai que dans nos conversations avec Iliad et Free à l'époque, Boukobza, Asaf, Niel,
Bon, alors des fois ils nous tapaient dessus à juste titre parce que on avait fait des bêtises, mais dans l'ensemble on était dans une relation rationnelle. Un particulier qui achète un bien individuel pour équiper sa maison ou un jouet pour ses enfants ou un gadget ou un vélo ou une voiture, lorsqu'il a une difficulté avec, c'est tout de suite beaucoup plus émotionnel. Ouais. Si votre voiture elle tombe en panne et que vous êtes au bord de la route et que vous avez vos enfants qui pleurent à l'arrière parce qu'ils ont faim ou qu'ils ont froid, ça devient tout de suite très émotionnel. Et donc, vous, en tant qu'industriel qui servait cette industrie, vous êtes face à des consommateurs qui ne développent pas toujours des comportements rationnels, mais enfin, qui sont très souvent chargés d'énormément d'émotions. Et les émotions, c'est beaucoup plus difficile à gérer que la rationalité. Ok. Et alors, pour rentrer dans le technique, dans la conception du produit, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment difficile, le hardware ? Alors, en fait, c'est exactement comme l'industrie du cinéma. Faire un beau produit électronique grand public, c'est comme faire un bon film. Quand vous faites un film, il faut que vous ayez d'abord une super histoire. Il faut que vous ayez des premiers rôles, qui soient connus, qui soient d'excellents acteurs. Il faut que vous ayez une belle photo. Il ne faut pas que ce soit tout jaune ou tout vert ou que les couleurs soient par accord. Il faut que vous ayez une belle musique. Il faut que techniquement, les effets spéciaux, s'il y en a, doivent être exceptionnellement bien produits. Il ne faut pas qu'il y ait de faux raccords. Ensuite, il vous faut une belle affiche. Et si finalement vous ratez un seul de l'ensemble des éléments de cette symphonie, c'est raté. Si par exemple, il y a un faux raccord ridicule qui fait que tout le monde rigole dans la salle, s'il y a un moment on voit le perchiste, si à un moment on a un second rôle qui vient et qui joue n'importe comment, qui est ridicule, eh bien en fait le spectateur il sort du film, il sort de l'histoire, et quand il sort du film, à la fin de la projection, il dit c'était nul. Il va pas dire il y avait une belle image, il y avait une belle photo, mais le scénario était nul. Il va juste dire le film est nul. Et en fait quand vous faites du hardware, c'est exactement ça. Il faut que la mécanique soit parfaite, il faut que l'électronique soit parfaite. Il faut que ce soit un produit sûr. Si c'est au tableau électrique, il faut pas que ça mette le feu chez les gens. Il faut que les logiciels soient impeccables. Il faut qu'ils tournent sur les téléphones obsolètes et sur le dernier modèle de téléphone. Il faut qu'ils soient au juste prix. Il faut qu'ils soient livrés rapidement. Il faut ceci, il faut cela. Et si vous ratez un seul des éléments de la chaîne, que ce soit la méca, l'électronique, le logiciel embarqué, ce qu'il soutient dans le cloud, le client il dit c'est nul, il vous met une étoile. Et il vous le renvoie à travers le visage en logistique, ce que on va dire ce que la loi l'autorise à faire, et donc finalement c'est incroyablement dur. Quand vous faites du logiciel, d'abord vous n'avez pas toute cette complexité d'injecter du plastique, d'usiner du métal, des problèmes de sécurité, et puis faire des itérations, c'est beaucoup plus facile en logiciel. Ah zut, j'ai un bug sur mon site web, moi je travaille, peut-être la nuit, peut-être le week-end, je le corrige, c'est reparti. Dans le hardware, quand les produits sont dans le porte-container qui les ramène de l'usine, si vous trouvez des bugs, c'est trop tard. Et donc, dans tous les points que tu viens d'évoquer là, est-ce qu'il y en a un qui est vraiment plus difficile que les autres ? Alors, chacun va avoir sa sensibilité. Les mécaniciens vont vous dire que c'est la mécanique. Les gens du logiciel embarqué vont vous dire que c'est les gens du logiciel. Tout est dur. Je dirais, le plus dur, c'est le prix. C'est-à-dire le plus dur, c'est le rapport qualité-prix, c'est-à-dire de trouver la juste qualité, pas de surqualité qui coûte trop cher. Et le prix. Donc c'est vrai que la mécanique, par exemple, est très il y a très rapidement beaucoup de prix qui passent dans la mécanique. L'électronique, moi, les sujets que je trouve particulièrement difficiles, c'est les batteries. Quand vous avez des produits à piles, moi je dis toujours dans un produit qui a des piles, le plus dur c'est la trappe à piles. C'est-à-dire la trappe à piles. En fait, une trappe à piles, c'est un sujet, vous voyez comment ça fonctionne, une trappe à piles sur une calculatrice ou sur une télécommande, il y a un bout de plastique, on tire un peu dessus, tac, ça s'ouvre. Là, il y a 2 piles ou 3 piles ou 4 piles avec des ressorts. Et c'est vrai que ça a l'air de rien. En fait, les trappes à piles, c'est incroyablement difficile à faire. Parce que d'abord, toutes les piles font pas la même taille, suivant le fabricant, il y a des ajustements. Il faut que vos ressorts ils soient à la fois péchus pour qu'il y ait un bon contact, mais pas trop péchus pour qu'on puisse enlever les piles.
Il faut pas que ça casse, ou bien que quand la télécommande elle tombe par terre, ça fasse bang et toutes les piles qui giclent. Il faut penser que le client, il va mettre les piles à l'envers. S'il y a 2 piles, il va peut-être les mettre tête bêche. S'il y a 3 piles, il va peut-être en mettre une dans un sens, 2 dans l'autre, et toutes les combinaisons possibles. Donc il faut, voilà. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est super dur de faire une belle trappe à piles. Moi, j'avais, dans les années 80, quand j'étais étudiant, j'avais une calculatrice scientifique qui s'appelait la HP28S, qui était parfaite, sauf la trappe à piles. C'est toujours la calculatrice que j'utilise, donc il y en a toujours une sur mon bureau avec du scotch sur la trappe à piles. J'en ai racheté une sur eBay qui est arrivée avec la trappe à piles cassée. Et voilà, on voit que c'est très difficile de faire une bonne trappe à piles. Et je prends cet exemple-là parce qu'on n'y pense pas, mais en fait, on connaît quand même beaucoup d'objets où la trappe à piles est fermée par du scotch. Mais aujourd'hui, les trappes à piles, ça existe de moins en moins sur les produits avec. Alors, si vous n'avez pas de trappe à piles, alors il y a toujours des produits où il y a des piles. Parce que si vraiment vous avez un produit qui consomme très très peu, comme une télécommande ou comme un AirTag, vous avez beaucoup plus intérêt à mettre une pile qu'une batterie rechargeable. Mais la batterie rechargeable, c'est tout aussi compliqué qu'une trappe à piles. Parce que la batterie, d'abord, elle change de taille, elle est sensible au froid. Quand il fait très froid, on a l'impression électroniquement qu'elle est déchargée, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Parce que au chaud, elle gonfle. Parce que si on la perce, elle prend feu. Parce que si on fait une décharge profonde sur une batterie lithium-ion, on la détruit. Si on la charge trop, elle brûle. Donc en fait, c'est toujours très dur. Ok. Et alors tout à l'heure, tu parlais du logiciel dans le produit. Comment est-ce qu'on gère ça quand un produit est déjà en circulation, est déjà sur le marché, dans les mains d'un utilisateur? Comment est-ce qu'on s'occupe des mises à jour logicielles? Alors quand vous faites un produit, donc il y a 2 types de produits que vous pouvez faire. Les produits où vous savez que vous ne pourrez jamais mettre à jour le logiciel et les produits où vous décidez qu'on pourra mettre à jour le logiciel. Alors si vous vous lancez dans des produits qui ont du logiciel qu'on ne peut pas mettre à jour, c'est quand même très difficile. C'est très difficile, mais c'est faisable. Que si vous achetez une machine à laver Bosch non connectée, alors maintenant ça n'existe plus tellement l'électroménager non connecté, c'est un peu pour ça d'ailleurs. Mais globalement, vous aviez jamais de bug logiciel. Donc c'était des gens qui faisaient énormément de tests sur leur logiciel de manière à livrer un produit. Et ensuite, quand vous faites des produits avec des mises à jour logicielles possibles, la première chose que vous développez, c'est la mise à jour logicielle. Vous vous dites, je vais pouvoir mettre à jour mon logiciel. Je veux que cette mise à jour soit vraiment d'équerre pour pas que je brique mon produit, puisqu'on a toujours le risque que la mise à jour se passe mal et qu'on brique les produits. Donc il y a plein de techniques pour éviter de briquer les produits, ça arrive plus trop. Et donc, on blinde la mise à jour logicielle pour qu'elle soit ultra fiable. Et puis après, on se dit, ok, ouf, c'est bon, j'ai construit ce socle où je sais que je vais pouvoir mettre à jour mon logiciel. Et puis, on construit là-dessus. Ok. Et dans le déploiement, ça se fait toujours sur tous les utilisateurs ou alors il vaut mieux faire par vague? Non, bien sûr que non. Tout le monde fait alors, je sais plus quel est le terme... du déploiement progressif. Okay. Ça, c'est Microsoft le fait sur ses mises à jour, Apple le fait sur ses mises à jour, Ubuntu le fait sur ses mises à jour, Debian le fait, tout le monde fait de la mise à jour progressive. Le premier jour 1%, tu regardes qu'il se passe rien, tu attends 2 jours de vérifier si tu as des retours au support client, après 5%, etc. Donc c'est toujours des mises à jour progressives. Alors justement, là, tu parles de service client, de support client. À quel point est-ce que les retours utilisateurs, notamment dans le B2C, comme tu as pu le voir avec WeThings, et même Netatmo et le grand par la suite, ça influence les décisions stratégiques dans la conception du produit? Alors, d'abord, il faut bien voir que quand tu as du retour client sur un produit, il est vraiment bien tard pour modifier le produit, ouais. Puisque ça veut dire que tu en as eu l'idée, tu l'as fait, tu l'as fabriqué, tu l'as qualifié, tu l'as certifié, tu l'as livré, et après le mec il te dit qu'il est pas content, donc il aurait fallu s'en soucier avant. Moi, j'ai un peu tendance à dire que en fait les gens savent pas ce qu'ils veulent. Il y a cette fameuse phrase, je sais plus qui c'est qui disait ça, peut-être Steve Jobs, mais qui disait qu'en gros il fallait pas forcément écouter ce que demandaient les gens, mais prendre en compte leurs avis. Alors, il faut toujours écouter ce que disent les gens. On a toujours intérêt à écouter ce que disent les gens. Ça veut pas dire qu'il faut faire ce qu'ils vous disent de faire.
Par exemple, c'est un exemple très classique, un peu bateau. Si on avait demandé aux gens qui étaient à cheval qu'est-ce qu'ils voulaient, ils vous auraient répondu, je veux des chevaux qui vont plus vite. Bon, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était une voiture. Bon. Mais ce qui était important, c'était de dire qu'en fait, c'était la durée, la vitesse du trajet qui était pour eux l'élément central, plus que son prix ou autre chose. Donc, il faut toujours écouter ce que disent les clients, ça ne veut pas dire faire ce qu'ils disent. Et bien sûr, il faut toujours écouter le support client, d'abord parce que le support client, il vous parle très souvent de non-qualité. 90% de ce que vous recevez au support client, c'est de la non-qualité, qui peut être de la mauvaise compréhension par le client d'une fonctionnalité du produit, ce qui est donc de la non-qualité des explications. C'est pas le client qui est bête, c'est qu'on lui a mal expliqué. Donc c'est de la non-qualité, et ça, il y a beaucoup de choses qui se corrigent assez vite, les explications, des petits bugs logiciels, des non-qualités en production qu'il faut très très vite corriger. Donc là, il faut écouter le client. Et puis des fois, ils ont des suggestions. Des fois, c'est assez rare en fait. Ils ont des suggestions qui sont des fois directement pertinentes. Ah oui, bonne idée. Et très souvent, à travers leurs suggestions, on comprend quel est le besoin pour le produit d'après. Mais ça reste quand même assez rare par rapport à des interactions autour de la non-qualité. Et donc finalement, voilà, c'est à un autre moment du cycle de conception qu'il faut écouter les gens. C'est quand vous concevez le produit, il faut que vous allez voir des gens et que vous leur parliez de leurs problèmes, des solutions. Ça peut être des clients, ça peut être des gens autour de vous, mais oui, c'est bien plus en amont du cycle produit qu'il faut déployer de l'empathie à destination des utilisateurs. Ok. Et alors toi, dans tes expériences passées, concrètement, comment tu as pu le mettre en place, ça? C'était en parlant directement aux clients existants? D'abord, il faut avoir une conviction. D'abord, il faut se forger sa propre conviction. Si vous commencez à faire des formulaires et des statistiques avant de s'être forgé sa propre conviction, vous arrivez avec un produit moyen. C'est un design by committee, comme disent les Américains, c'est un produit moyen. Donc la première chose, il faut se forger sa conviction avec son équipe de conception. Il faut malaxer le sujet, dire et si on faisait comme ça, et si on faisait comme si, vous malaxez, mais c'est quoi le vrai besoin? Vous déployez de l'empathie, vous mettez à la place des gens. L'empathie, c'est pas aller voir les gens et leur dire vas-y raconte. L'empathie, c'est se mettre à leur place. Donc vous mettez à la place de l'utilisateur, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Et puis vous forgez votre conviction, vous maquettez votre conviction. Et une fois que votre conviction est maquettée, la poser sur la table, vous la montrez aux gens et vous dites qu'est-ce que t'en penses. En interne déjà? À des gens. Alors d'abord, il faut se forger. Alors quand vous forgez votre conviction dans votre coin, vous avez un risque, c'est le risque du trou de lapin. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte, vous vous êtes enfoncé dans un trou de lapin, c'est une rabbit hole, comme vous vous êtes enfoncé dans un trou, vous êtes parti dans une idée en fait complètement absurde, et il y a eu un espèce de phénomène de groupe qui vous a empêché de vous rendre compte que vous étiez parti dans une mauvaise solution parce que vous vous êtes enthousiasmé collectivement avec une espèce de phénomène de groupe. Donc, alors d'abord, si vous êtes vraiment empathique et que vous avez du recul, vous voyez que vous êtes en train de partir dans un trou de lapin et que vous avez le recul pour en sortir. Mais des fois, ça va être d'en parler à des gens très extérieurs qui n'ont pas suivi le processus de cheminement. Et là, ils vous disent, non, mais tu t'es enfoncé dans un trou de lapin, en fait. Et là, vous avez un peu cette réalisation du fait que vous avez fait une erreur. Mais en fait, c'est de la discipline intellectuelle, c'est de l'empathie, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est refuser d'avoir de l'ego. En fait, on se dit, je sais pas mieux, c'est pas moi qui vais marquer le but, je veux pas trouver un truc génial, je vais juste être très analytique, très empathique, me mettre à la place du client, qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qui est important pour lui, puis vous essayez de bien résoudre le truc. Et après, vous vérifiez que vous n'êtes pas égaré en chemin. Et puis après, vous posez le produit sur la table, et en général, ça se vend. Faut que tu retires ces enseignements-là. Toi, ça t'est déjà arrivé, de créer un produit, de conceptualiser, etc., et de te rendre compte que finalement, personne n'en veut? Parce que c'est souvent le cas dans le hardware, j'ai l'impression. Alors, dans le hardware, il y a deux types de produits. Il y a les gens qui prennent des
il y a les gens qui prennent des besoins qui sont déjà adressés par des produits et qui le font mieux. Ok. Et puis il y a des gens qui essaient d'inventer des nouveaux usages. Mhm. Moi, j'ai jamais inventé de nouveaux usages. Tu les as optimisés, améliorés. Mes clients, ils avaient des stations météo avec des afficheurs pourris, etc. J'ai fait des stations météo connectées qui marchent à distance où ils ont toutes leurs informations de mesure, de ce qui les intéresse, là où ça les intéresse sur leur smartphone. Je leur ai dit, c'est une station météo connectée. Sur la boîte, il y avait une station météo sans écran, avec à côté un smartphone, avec une app météo. C'était une boîte au rayon station météo. Le mec, il voyait l'image, il voyait marqué station météo connectée. Il avait immédiatement compris qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait. Quand on a fait un thermostat connecté, tout le monde a déjà vu un thermostat, pareil. Bon, là, il y avait un écran et un bouton plus-moins parce que tu veux quand même pouvoir te lever et aller changer la température dans ton salon. Sur la boîte, ou sur le premier visuel marketing, il y avait un thermostat avec un gros bouton plus, un gros bouton moins, qui affichait une température, avec un côté un smartphone qui affichait le mec. Tu montrais ça, ok, c'est un thermostat, ça remplace mon thermostat. Et en plus, je peux le contrôler à distance, machin, patin coup fin. Et il voyait la valeur ajoutée. Il y a beaucoup de gens dans le hardware qui se sont pas du tout attaqués à ces sujets, mais qui ont inventé un nouveau produit, je sais pas quoi, un bracelet quand on est agressé, ou un truc où en fait, les gens ne savent pas ce que c'est. Et donc personne n'en veut. En fait, t'essayes de créer un nouvel usage, c'est vachement dur. C'est quoi les nouveaux usages? Bon, tu regardes Fitbit, 2010, ils ont réussi à créer un nouvel usage, c'est le tracker d'activité. Donc ils ont réussi à mettre un espèce de bracelet formé santé qui compte les pas, avant que finalement cette fonction ne soit avalée par le smartphone. Mais depuis, qui a créé un nouvel usage? Et en fait, beaucoup de startups de hardware, ils ont essayé de créer des nouveaux usages. Et en fait, c'est vachement dur. Moi, j'ai jamais eu l'ambition de créer des nouveaux usages. Mais mine de rien, ça reste quand même ça reste un nouvel usage, tu vois, d'utiliser ces objets de la maison sur son téléphone. Oui et ça non. Se faisait pas avant. Oui et non. C'est une amélioration d'un usage existant. D'accord, ok. Et en fait, quand tu améliores un usage existant, bah, il y a des gens qui disent, bah non, la manière dont les objets actuels règlent ce problème me va. Et puis il y en a qui disent, bah non, oui, vraiment, je trouve que c'est mieux. Mais on n'est pas allé inventer un nouveau cas d'usage comme le bracelet anti-agression dont je parle. Ouais. Je dis pas que c'est pas un vrai sujet, je dis pas qu'il n'y a pas d'agression, je me moque pas du tout des victimes, je me moque pas des gens qui veulent le faire, mais en fait c'est super compliqué à expliquer comme histoire. Ok. Et est-ce que l'ergonomie est juste? Est-ce que je vais vraiment avoir le temps de m'en servir? Et si j'ai vraiment le temps, pourquoi est-ce que finalement je sors pas mon téléphone? Enfin, tout ça c'est très très dur. Pourquoi est-ce que c'est pas une fonction de ma montre si j'en ai une? Et ça, c'est vachement dur. Vachement dur à réussir. Je prends cet exemple-là parce que tous les 5 ans, il y a quelqu'un qui me dit, tiens, je vais faire un nouveau bracelet anti-agression. Je dis, ouais, mais t'es le 4e qui vient. Le dernier, il y en a un, c'était il y a 15 ans. Et en fait, ça n'a jamais marché. Et pour autant, il y a un vrai problème. Ouais. Donc c'est très difficile. Et nous, on a toujours, avec grande modestie, on s'est toujours un peu éloigné des nouveaux usages pour essayer de rester sur les usages bien compris. Donc tu dirais que c'est plus facile de traiter le problème de cette façon? C'est plus facile, ouais. C'est plus facile. Mais alors maintenant, des objets dont le marché est prouvé, qui ne sont pas encore connectés et qui gagnent à l'être, il y en a plus beaucoup. Parce qu'il y a des gens comme moi qui font ça depuis 15 ans et qu'on en a fait beaucoup, voilà. Donc il y en a moins maintenant. Et aujourd'hui, en 2024, tu vois, quand on parle de nouvel usage, toi, dans le hardware, c'est quoi les objets qui t'intéressent, qui t'émoustillent, si je peux dire ça comme ça? Alors, je suis toujours... une de mes grandes frustrations, c'est on n'a toujours pas réglé proprement le problème de distribution d'énergie dans la maison. La maison connectée, il y a des sociétés comme Netatmo et ensuite Legrand qui ont fait les produits, on va dire, de première intention.
le thermostat connecté, la caméra de sécurité, avec le projecteur, que je mets à la place de mon projecteur qui me dit ce qui se passe dans mon jardin. Donc c'est produit de première intention. Ensuite, il y a des gens qui ont fait des pompes à chaleur, qui ont travaillé à l'électrification, que ce soit des pompes à chaleur, des moyens de production photovoltaïques avec des micro-onduleurs, etc. Il y a un truc qui est pas fini, c'est de raccorder tout ça ensemble. Ok. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux chez moi, c'est que je veux que quand j'arrive chez moi, les caméras me reconnaissent, que la porte s'ouvre, que la pompe à chaleur se mette en marche, qu'elle se mette en marche en prenant de l'énergie sur le photovoltaïque s'il y en a ou pas, que l'eau chaude elle a été fabriquée quand il y avait de la production de panneaux solaires. Et aujourd'hui, il manque un espèce de grand coordinateur dans la maison pour assurer cette fonction-là. En fait, tout ça, c'est pourri. Tout le monde fait des petits bouts. Et en fait, comme c'est installé par des personnes différentes, dans des logiques différentes, c'est un problème qui est très, très difficile à résoudre. Je me moque pas du tout des industriels qui essaient de faire ça. C'est un problème qui est très, très dur à résoudre. Et donc, on en est loin encore aujourd'hui ? Ouais, parce que c'est un problème qui est très dur à résoudre. Et c'est peut-être un métier que de résoudre ce problème, d'ailleurs. Okay. C'est peut-être pas le métier des gens qui sont déjà en place, peut-être un nouveau métier de résoudre ce problème, je ne sais pas. Ok, intéressant. Et alors tu parlais de Netatmo, du coup si on revient chronologiquement sur la façon dont ça s'est développé, il me semble que vous avez fait 2 levées de fonds, une en 2013 et une en 2015. Oui. À quel point ça a influencé, ça a permis d'améliorer justement vos processus de fabrication et puis après de distribution de vos produits? En fait, donc il y a une société de hardware, elle a 2 problèmes d'argent. Mm-hmm. Elle a un problème d'argent c'est de l'investissement pour faire des nouveaux produits. Et elle a un deuxième problème qui est le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est si par exemple tu as un produit qui a une très forte saisonnalité, tu commandes tes produits, tu fabriques tes produits au cours de l'été, disons si tu les vends à Noël, tu les fabriques au cours de l'été, tu les mets dans un bateau en septembre, ils arrivent fin octobre, début novembre. Tu les livres à la Fnac en novembre, la Fnac les vend en novembre-décembre, ils te payent en janvier. Bon, donc toi en fait, tu as quand même commandé des bouts peut-être 8 mois avant, qui ont été assemblés 6 mois avant, et toi, la Fnac, elle va te payer, elle va le vendre en décembre, elle va te payer en février quand elle a le temps. Donc ça, c'est du besoin au fond de roulement, et donc pour ça, tu as besoin d'argent. Bon. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est tu fais des nouveaux produits, tu construis une marque, tu fais de l'acquisition. Et en fait, une des raisons pour lesquelles les sociétés, on dit toujours, les ventures capitalistes, ils veulent pas financer le hardware. Ben oui, c'est parce qu'en fait, il y a besoin de 2 fois plus de pognon que dans les boîtes de soft. Parce que ton précieux argent, il va servir non seulement à créer la marque, faire la R&D, mais il va aussi servir à se BFR. Et en fait, c'est de l'argent qui a une très faible valeur ajoutée quand tu bloques de l'argent dans un inventaire. Et donc nous, la manière dont on a fait ça, c'est que dès le début, dès le premier produit, dès la station météo, on a montré une exploitation profitable. C'est-à-dire, on a montré qu'en vendant 50, 60, 70 000 stations météo par an, on arrivait à faire flotter la boîte et à pas accumuler les pertes. Ce qui veut dire qu'on a pu avoir du concours bancaire, on a pu avoir des crédits de campagne. La BNP nous a fait des crédits de campagne, je crois, 3 ou 4 ans de suite. C'est-à-dire, ils te prêtent de l'argent au mois d'août, et puis tu le rends en février. Okay. Donc en fait, pour eux, en termes de risque, c'est bien, parce que c'est pas de l'argent qui est parti dans le cosmos et qui revient jamais. Chaque année, ils peuvent vérifier qu'il revient bien. Donc en termes de risque, c'est très bien pour eux. Et puis, nous, ça nous permettait de mettre de l'argent bancaire. En plus, les taux étaient très bas, avec des taux très très faibles, et de pas utiliser le précieux argent des actionnaires qui ont des attentes de rentabilité bien plus élevées pour financer des sacs de billes plastiques de chez BASF, quoi. Où en fait, c'est quand même pas une grande valeur ajoutée. Ça te permet d'avoir, tu parlais de cinéma tout à l'heure, ça te permet d'avoir ton pilote, quoi. Ça te permet, c'est une avance sur recette en fait. Ouais. Comme dans le cinéma, c'est financement d'avance sur recette. Voilà. Et alors il se trouve que le film a toujours eu du succès, donc on a toujours pu rendre, contrairement aux avances sur recette dans le cinéma. De toute façon, le film, personne ne va le voir.
Et puis le gars qui a fait les avances, de toute façon, c'est le gouvernement qui s'en fout, il récupère pas l'argent. Mais ça, c'est autre chose. Donc, et donc, on a finalement levé très très peu d'argent, parce que lever 4 millions puis 30, en fait, c'est très très peu. Et on a eu une exceptionnelle rentabilité des capitaux employés. C'est-à-dire qu'en levant très très peu d'argent, on a réussi à créer un business qui avait une certaine taille, qui était profitable, une certaine marque. Et donc on a été extraordinairement efficace en capital. Mais on a été efficace en capital par design. C'est-à-dire que dès le premier produit, on s'est dit, il y a un moment où on va montrer que sur une année, on sait faire du profit. Peut-être que l'année prochaine, on n'en fera pas parce qu'en fait, on va lancer le développement de 2 ou 3 nouveaux produits et qu'on va prendre un peu plus de risques. Mais au moins, de temps en temps, on montre qu'on sait avoir une exploitation profitable. Ok. Et alors, dans cette différence entre les emprunts bancaires et ceux auprès d'investisseurs, tu ressens une certaine pression dans la façon d'avoir des deadlines, de conceptualiser tes produits, de les distribuer? T'as toujours la pression. Enfin, c'est pas tellement les banques qui te mettent la pression, c'est la compétition. Si tu traînes la pression, faut se la mettre tout seul d'abord. Si elle vient de l'extérieur, en général, c'est qu'on a raté quelque chose. Moi, j'ai jamais senti la pression de mes investisseurs, j'ai jamais senti la pression des banques parce que j'ai toujours payé les banques à l'heure et parce que les investisseurs ont toujours été contents des résultats. Alors, par contre, on s'est mis la pression tout seul. Ouais. Donc la pression, voilà, si la pression vient des financiers, c'est que t'es vraiment dans la merde, en fait, déjà. Ou alors, c'est que t'es un poulet sans tête, que tu sais pas où tu vas, et que donc finalement, c'est le marché qui va te dire à droite à gauche, et puis toi, tu vas courir partout, à droite à gauche. Et alors, est-ce qu'à l'époque, tu sais, aujourd'hui, tu as les plateformes de crowdfunding qui te permettent de financer ton produit avant même de le créer? Oui, mais alors ça, j'ai toujours considéré que c'était la pire connerie de la Terre que d'aller dans ces plateformes de pré-vente, de crowdfunding, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que t'es obligé de décrire le produit avant de l'avoir fait. Et donc, des fois, en le faisant, t'as des bonnes surprises ou des mauvaises surprises. Et donc, soit quand tu le décris 2 ans avant de le livrer, tu vas le décrire de manière trop ambitieuse. Et donc, après, quand tu vas le livrer, les gens ils vont dire « Ah ben, je me suis fait arnaquer ». Ou bien de manière pas assez ambitieuse, et finalement, pourquoi l'avoir vendu si peu cher alors que tu vois, il était finalement si génial. Donc ça n'a aucun intérêt. En plus, en termes compétitifs, tu es obligé de tout mettre sur la table avant d'avoir commencé à bosser. Donc en fait, si tu as eu une bonne idée, que les mecs ils voient que ton crowdfunding, il a eu du succès, tu te fais copier avant même d'avoir réussi à exécuter ton plan. En plus, il faut que tu gères une communauté. Parce que tu as 5 000, 7 000, 10 000 mecs qui ont mis 100 balles, alors il faut leur envoyer des mails, etc. Donc tu n'as pas commencé à exécuter, que tu as déjà des gens qui t'ont donné de l'argent à gérer. Donc moi je vois aucun cas dans lequel le crowdfunding est intéressant. Est-ce qu'il y en a un seul où ça s'est bien passé d'ailleurs? J'ai pas trop regardé parce que voilà, c'est plus tellement à la mode. C'est vrai que c'était à la mode il y a 10 ans. Mais est-ce qu'il y a une seule boîte financée par le crowdfunding où ça s'est bien passé? Mince, il y a une marque de sac à dos qui a été lancée aux États-Unis. Alors aux US, Bag, je crois. Alors mais sur des produits non connectés, sur des produits, Mais alors, est-ce que le sac à dos, finalement, c'était pas un truc qu'ils auraient pu faire en téléachat, quoi. Parce que si c'est pour faire un sac à dos, en fait, c'est du téléachat. C'est-à-dire, ok, tu vois, c'est une vieille recette où tu veux vendre un produit dans lequel il y a un énorme écart entre la valeur sortie d'usine et la valeur perçue, ce qui peut être le cas pour un sac. Et à ce moment-là, tu gères le crowdfunding comme un canal de téléachat vers une clientèle super geek. Mais ça, c'est pas moi, c'est pas ce que je fais. Ouais. Bah justement, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que chez Netatmo, vous vendiez des produits qui étaient à un prix relativement bas sur le marché. C'était relativement bas. Et il y avait quand même pas mal de charges. Donc, comment est-ce que vous arriviez à construire un business profitable avec une marge aussi petite? On avait une assez grosse marge. Ah, vous aviez une assez grosse marge quand même? On avait... c'est pas à moi de commenter sur la marge de Netatmo, mais ce qui compte, c'est
La valeur perçue. La valeur perçue, elle fixe le prix de vente. Et ensuite, la valeur sortie d'usine, c'est la valeur sortie d'usine. Et votre métier d'industriel, c'est de créer le plus grand écart possible entre la valeur sortie d'usine et la valeur perçue. Okay. En général, on fait ça par le logiciel. Le logiciel permet plus facilement, de créer un écart entre la valeur perçue et la valeur sortie d'usine. Moi, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, et pour être bien, il faut se dire, valeur sortie d'usine doit être le quart de la valeur perçue, TTC. Donc là-dedans, il y a 20% pour l'État, un cinquième. Ensuite, il y a le distributeur qui va prendre 30%. Et puis ensuite, il faut que l'industriel, pour bien vivre, c'est bien qu'il arrive à faire 50% de marge. Et donc, si vous avez un produit à 100 euros en magasin, c'est bien qu'il ait coûté 20-25 $ à la sortie de l'usine. Ça permet à tout le monde de vivre. Ok. Et si vous êtes en dessous de ces ratios-là, vous avez une vie difficile. Ok. Et quand tu dis le logiciel permet d'augmenter la valeur perçue, ça passe par, l'UX C'est le service que ça rend. Par exemple, si t'as une caméra d'il y a 20 ans, une caméra de sécurité d'il y a 20 ans qui enregistre sur une bande et que quand il s'est passé quelque chose, tu dois aller dans la bande, prendre la bande, la mettre dans ton magnétoscope, la regarder sur une télé. Tandis que si maintenant la même caméra avec le même capteur, t'as un logiciel d'intelligence artificielle qui te dit qu'il a reconnu quelqu'un qui est pas une personne qui passe habituellement à cet endroit-là, qui t'envoie une notification sur ton téléphone. En fait, le seul écart entre les deux, c'est du logiciel. Et le service, c'est quand même la valeur perçue et l'utilité est quand même pas la même dans le deuxième cas que dans le premier. Et donc, on a créé de la valeur et donc ça permet de vendre le système plus cher parce que c'est plus sympa, ça fonctionne mieux. En tant que CTO, toi, quand tu commences à créer une boîte comme ça, que tu construis principalement une équipe hardware dans les ingénieurs, et que tu veux par la suite augmenter cette équipe, Non, tu crées pas une équipe hardware, tu crées une équipe comme quand tu fais un film. Ouais. Tu commences pas par faire les décors avant d'avoir les acteurs ou les costumes. Okay. Tu fais tout en même temps. Ok. Donc le logiciel en même temps. Bien sûr. Parce que ce qui est compliqué dans un film, c'est de coller tous les morceaux. C'est pas de développer les décors, les costumes, et puis à la fin, on arrive et puis on regarde si ça s'emboîte. Et puis la musique, on la met à la fin. Ouais. En fait, c'est pas ça. C'est tu construis ta scène en pensant à la musique, en pensant au décor, en pensant au jeu d'acteur, en pensant à l'histoire. Et tu co-conçois tout. Donc, c'est en essayant de mettre le logiciel dans le hardware et qu'on peut bien concevoir le hardware. Et les gens du logiciel, il faut qu'ils comprennent ce que le hardware peut faire avant de faire leur choix d'architecture, de savoir qu'est-ce que tu mets dans le cloud, qu'est-ce que tu mets dans le produit. Donc c'est ce travail conjoint. C'est pas un travail en série dans lequel d'abord tu fais un hardware et après tu te poses la question de quel logiciel tu vas mettre dedans. Ok, je comprends mieux pourquoi le hardware c'est hard. Et comment tu facilites les échanges entre ces deux équipes ? Tu prends des gens. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est que tout le monde se respecte et que tout le monde se fasse confiance. C'est-à-dire que le mécanicien fait confiance à l'électronicien fait confiance au gars du logiciel embarqué, le gars il fait confiance aux gens du cloud et aux gens des apps. Et en fait, il faut que tout le monde ait confiance. Okay. Si tout le monde se dit ouais mais l'électronicien il est nul, il a pas le niveau, son électronique elle marche pas, son pros il reboot tout le temps, je sais pas pourquoi, à ce moment-là la confiance disparaît dans l'équipe et elle devient dysfonctionnelle. Donc la clé de fonctionnement d'une équipe intégrée comme ça, c'est la confiance. Et la communication du coup, j'imagine. Et la communication, et puis ensuite d'avoir une gestion de projet de qualité, avec une fixation des objectifs bien clairs, mais c'est avant tout la confiance. S'il n'y a pas de confiance, même s'il y a... Parce qu'il faut se méfier, il y a beaucoup de communications qui sont construites sans confiance. Hein. Ça, c'est même un peu les gens blablabla, ça communique, ça machin, ça raconte des trucs, mais en fait, ça adhère sur rien parce que les gens se font pas confiance. Ils disent, ouais, non, mais il dit, on va faire le projet machin, mais en fait, il tient jamais ses délais, en fait, c'est que du vent. Donc, s'il y a de la communication sans confiance, ça devient du bullshit, quoi. La communication sans confiance. Et il y a des je sais pas, des tips que tu as mis en pratique, toi, pour augmenter cette confiance entre les équipes ?
Des Ah choses bah, vraiment la concrètes. confiance, vous savez, c'est si si votre métier c'est de faire tourner un cirque et que je sais pas quoi, vous avez besoin d'un jongleur. Vous n'allez pas voir le jongleur en disant alors ouais, comment tu sais jongler? Oui, je sais bien jongler. Est-ce que tu es un bon jongleur? Est-ce que tu es sympa? Vous allez lui donner cette boule et puis vous allez vas-y, tu sais jongler avec cette boule? Oui, bah tiens, jongle avec cette boule. Donc la confiance, ça se construit sur les faits. Mm. Donc c'est des gens qui travaillent ensemble et qui se respectent les uns les autres, finissent par s'apprécier, avoir confiance. C'est le travail d'équipe. C'est comme une équipe de foot. Vous faites une bonne passe au gars, là, il faut que vous ayez confiance dans le fait qu'il va savoir quoi faire du ballon. Si vous n'avez pas confiance dans le gars, vous n'allez pas lui passer le ballon, l'équipe elle dysfonctionne. Et le chef d'entreprise, il est sur le bord du terrain, il regarde ça, il regarde les gens auxquels personne ne fait confiance, et puis il leur dit, écoute mon ami, il faut que tu ailles jouer ailleurs. Et donc, le boulot de chef d'entreprise, c'est de s'assurer que cette confiance existe. Et cette confiance, elle fonctionne elle est basée sur les faits, parce que les gens sont des grands garçons. Il y a deux catégories de personnes dans lesquelles les gens n'ont pas confiance. Il y a les menteurs invétérés, ceux qui ont une mauvaise attitude, ceux qui mentent, ceux qui cachent. Et donc, votre boulot de patron, c'est de les détecter et de les sortir. Et ensuite, ceux qui n'ont pas le niveau. Ceux qui n'ont pas le niveau, en fait, en réalité, dans une équipe, il y a toujours des tâches un peu plus ingrates. Et donc, il faut dire à ceux qui n'ont pas le niveau, écoute là, tu as essayé de faire telle tâche dans l'équipe, c'est peut-être un peu dur pour toi, mais il y a d'autres tâches à faire, est-ce que tu acceptes? Et là, à ce moment-là, il y a les gens qui disent, ah bah oui, c'est vrai, en fait. Et après, ils vont faire des tâches moins difficiles et donc ils vont récupérer la confiance des autres. Mm. Et puis, ou alors, il y a ceux qui disent, ah mais non, mais moi, je veux être avant-centre et aller marquer le but tout seul alors qu'ils sont pas le niveau. Et ben dans ces cas-là, ils rentrent dans la catégorie de ceux dans lesquels on n'a pas confiance. Et votre rôle, c'est de les sortir. Il n'y a rien de pire qu'une équipe qui se fait pas confiance. En fait. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de l'IA aussi. Qu'est-ce que ça... On sait que là, depuis 2-3 ans, ça explose sur l'IA générative, notamment avec ChatGPT et consorts. Qu'est-ce que ça a apporté dans la gestion, dans la création de produits hardware, ces outils d'intelligence artificielle?